L'instant débat fait croiser sur Eden Télévision, c'est tous les jours sur Eden Télévision, bien entendu, et Diaspora FM. Le thème du jour, comment comprendre la situation de certains, le tournant, bien entendu, de certains directeurs généraux de sociétés d'État. Un invité dans ce studio, Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Valentin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Avec nous ce matin pour discuter de cette situation que connaissent certains directeurs généraux de certaines sociétés d'État. Alain Tossonon, il est analyste politique, journaliste, bien évidemment, bonjour. Oui, bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, David Babalola, DG Soneb, qui se retrouve en prison. Prudencio Béhanzin, lui, DG ANAC, relevé de ses fonctions. Et Laurent Métonyon, président du conseil d'administration de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, bien évidemment, l'ancien, puisqu'il n'est plus là. Eh bien, lui, il est soupçonné de placement hasardeux au niveau de la BIBE. Dites-nous, quand vous analysez tout ceci, qu'est-ce que cela vous suggère? Bon, vous savez, nous sommes à l'ère de la lutte contre la corruption, contre l'impunité. C'est toujours ça. On a vécu la même chose avec le gouvernement Yahi en 2006 où, vous savez, quand le président, dans son discours d'investiture, a promis qu'il allait lutter farouchement contre donc, tout ce qui est corruption et tout. Il était attendu sur cette promesse-là. Aujourd'hui, on se rend bien compte que bon, nous sommes en plein dans cette guerre contre la corruption et tout. Mais je pense que au-delà de tout, c'est que on peut être surpris de constater que quand vous prenez le cas du DG Soneb, que effectivement il a travaillé sous le régime précédent, il a été reconduit et ses comptes, même les comptes de la société, ont été certifiés même en Conseil des ministres. Il a eu des résultats que tout le monde connaît. L'année dernière, je pense que la société a fini avec un excédent budgétaire de près de 4 milliards, ce qui peut être surprenant pour une société comme la Soneb. Donc, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a cette affaire de fausses factures, de fausses quittances a éclaté. C'est de bonne guerre. Maintenant, il faut que la justice fasse son travail par rapport à tous ces cas-là. Et c'est là où il faut absolument inviter donc cette justice à vite éclairer l'opinion publique. Parce que malheureusement, dans tous ces cas, on se rend bien compte aussi que le procès se mène au niveau des médias. C'est ce qu'il faut regretter parce que même au niveau du gouvernement, bon, parfois je me rends bien compte que le gouvernement ne porte pas assez de gants parce que jusqu'à présent ces personnes sont présumées donc innocentes. C'est notre constitution qui le dit. Donc, mais on se rend compte que bon, c'est à croire qu'ils sont déjà jugés et tout quand on lit certains journaux et tout ça. Donc, il faut laisser la justice faire le travail et nous situer par rapport aux responsabilités des uns et des autres au niveau de ces affaires-là. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas que cette lutte contre la corruption soit sélective. Il faut souhaiter parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de nous révéler un certain nombre de cas. Mais il y a des cas qui étaient attendus. Quand je prends le cas de machines agricoles, ICC Services, et puis les affaires Sensad et tout ça, on attendait le régime de la rupture sur ces cas-là pour faire la lumière. Le citoyen a bien besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que on savait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient indexées, soupçonnées. Mais ces affaires n'ont pas connu une évolution, mais on se rend bien compte qu'il y a d'autres affaires qui sont en train de... Donc, il ne faut pas que la lutte soit sélective. Ça, il faut souhaiter que, véritablement, que sur tous ces cas qu'on a pu connaître et ou sur lesquels on attendait véritablement que la justice puisse faire son travail là, il faut les mettre tous sur la table pour qu'on puisse avoir la garantie que le gouvernement est de bonne foi dans cette lutte-là et pour qu'on n'ait pas l'impression que cette lutte, elle est discriminatoire. Et sur le dossier de la Soneb, vous avez souhaité que la justice fasse son travail. Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou était quand même face à la presse cette semaine pour apporter quelques éléments au sujet des manifestations enregistrées à la Soneb. Oui. Vous l'avez suivi? Oui, nous l'avons suivi et je crois que de plus en plus, et c'est là où je dis, c'est là où nous devons tendre. C'est-à-dire que
il ne revient pas au gouvernement, parce que parfois, de qualifier les infractions ou il revient au juge seul de qualifier les faits. Donc, le gouvernement peut, avec les audits et tout ça, les contrôles, dire, on a des soupçons de cas de choses là, et ne pas accuser ou comment on appelle, qualifier les faits. Donc, il faut souhaiter que les acteurs de la justice montent au créneau pour informer les médias des différents cas ou des poursuites qu'ils ont engagées vers les personnes. Donc, je crois que moi, je trouve que la sortie du procureur était la bienvenue pour nous situer sur, parce que tout ce que le juge n'est pas lié par ce que dit le gouvernement, par les audits. Le juge est lié, c'est-à-dire il reprend son enquête de façon indépendante pour situer les uns et les autres. Il va au fond des choses. Donc, même si en Conseil des ministres, le gouvernement dit, j'ai des cas comme ça reste des soupçons, et il revient au seul juge de pouvoir faire son travail. Et il n'est pas lié parce que, donc, il reprend à zéro ce qui doit être fait. Mais ça lui donne un peu, c'est des informations de première main qu'il lui revient de traiter. Donc, il faut souhaiter que les acteurs de la justice, les avocats, donc, de ceux-là qui sont soupçonnés, c'est à eux, donc, de nous donner, donc, des informations sur comment l'affaire est traitée. Il ne revient pas, donc, aux journalistes de faire le procès de ces gens-là, malheureusement. Mais il faut absolument que, même si la presse doit révéler des choses, même si la presse doit s'intéresser à ces affaires-là, je crois que il lui revient donc de se rapprocher des acteurs de la justice pour aller sur le fond des affaires et non pas, c'est-à-dire tout de suite faire le procès de ces gens-là. Oui, mais la presse, à un moment donné, a été invitée à des rencontres, à des conférences de presse. Vous avez suivi le ministre des Finances qui, à un moment donné, était face à la presse pour expliquer ce qui s'est réellement passé, à juger. Vous l'avez dit, vous l'avez regretté des faits. C'est bien après cela que le procureur, lui, s'est prononcé. Donc, les informations distillées dans la presse, ce n'est que les informations qu'elle a enregistrées. Oui, je suis d'accord. Mais et dans le même temps, Laurent Métonyon était également sur cet média où il a parlé. Oui. Donc, ce sont ces propos que la presse également a relayés. Oui, donc, je crois que ces différentes sorties du DG, il y a eu aussi le DG CNSS, voilà, après le ministre Wadaï, sur le cas Laurent Métonyon et tout ça. Il ne faut pas que le gouvernement tombe dans le piège des médias. C'est clair que les médias voudront qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, ceux qui nous gouvernent puissent se prononcer. Mais je crois qu'ils doivent s'abstenir. Parce qu'on dit, lorsque une affaire est en cours et en instruction et tout ça, je pense que le gouvernement est parti à cette affaire. Il ne revient pas au gouvernement de chercher à culpabiliser, à dire, mais voilà ce qu'on a retrouvé, nous pensons que la personne... Non, je pense que aussi, les médias doivent faire la part des choses. Parce que toutes ces informations sont d'abord, ce ne sont que des soupçons. Il revient au seul juge de pouvoir faire la part des choses. Parce que ce qui arrive, vous vous rappelez de l'affaire PPA2, nous sommes tous ici. Vous avez vu les traitements qui avaient été faits, les personnes ont été... ces personnes peuvent se retourner contre les médias. Parce que si au finish, le jugement, on a eu la décision de justice, c'est un non-lieu, et que vous avez, à travers vos articles et autres, vous avez donc porté atteinte à l'honneur de ces personnes-là, ces personnes ont le plein droit de se retourner contre vous. C'est pour ça qu'il faut être assez prudent dans le traitement de ces informations et ne pas tout de suite, comme je l'ai dit, qualifier les gens, parce que vous avez de ces titres-là qui... C'est à croire que les gens ont été déjà accusés et que les gens ont été déjà jugés. Alain Tossono, vous connaissez très bien votre presse, la presse nationale, pour en être membre ou un des principaux animateurs à travers votre canard. Vous savez très bien un peu comment ça se passe dans ces genres de cas. Il y a toujours des dessous, des informations qui circulent en dessous et le traitement de l'information qui doit aller dans un sens comme dans l'autre pour pouvoir plaire ou ne pas plaire à qui ou à quelqu'un d'autre. Donc c'est tout ça là qui montre quand même aujourd'hui le rôle éminemment important des médias dans le traitement de ces genres, on va dire, la publication de ces genres d'informations. Oui, on ne refuse pas de relayer, de donner l'information aux citoyens qu'il y a une affaire qui éclate. Ça, on est tous d'accord que la presse est dans son rôle. Mais lorsque la presse va au-delà de ce rôle-là et commence à accuser,
il ne revient pas à la presse d'accuser. Il ne revient pas à la presse de faire le procès. Il revient à la justice. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Oui, mais justement, c'est pour cela qu'il faut appeler les médias à une certaine responsabilité. Parce que lorsque vous accusez comme ça, c'est que la personne, vous ne respectez pas la présomption d'innocence qui est vraiment protégée. Je vous ai donné le cas de l'affaire PPA2. Mais tous ceux qui étaient mis en cause et qui même étaient mis sous mandat de dépôt ont été tous libérés. Mais aujourd'hui, ils peuvent revenir et s'en prendre donc aux médias qui les avaient déjà accusés à tort d'avoir détourné les ressources et tout. Là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre vraiment le mauvais distinguo qui devrait exister entre la communication et l'information? Oui, justement. C'est pour ça que moi je dis, lorsque ces personnes vont commencer donc à poursuivre donc les médias, c'est les médias qui relaient qui seront beaucoup plus... vous connaissez bien comment ça se passe dans notre code de l'information. Donc, vous qui avez relayé, vous allez payer beaucoup plus de dommages et intérêts. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Donc, c'est pour ça que même le gouvernement doit porter des gants. Il faut inviter le gouvernement à plus de responsabilités parce que même en Conseil des ministres, lorsqu'on sort des noms, vous avez encore en mémoire le cas je crois, d'un professeur qu'on a accusé de faux diplômes et tout. Tout à fait. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a remarqué? L'université d'abord s'est trompée, mais s'est rattrapée par la suite. Mais on n'est pas revenu sur l'affaire. Donc cette personne peut se retourner donc contre le gouvernement. Il a été traité de tous les noms. De tous les noms, même la presse qui tout de suite. Donc je crois que c'est pour ça qu'il faut être prudent et porter beaucoup de gants lorsqu'on traite ces informations-là. Il faut laisser la presse professionnelle qui traite des questions juridiques, elle sait bien comment elle le fait. Donc même dans l'utilisation des termes, bon, les gens ne sont pas accusés, il revient au seul juge de qualifier, donc de trouver, donc de qualifier les faits. Mais on se rend bien compte quand on lit la presse et tout, ou bien même lorsqu'on relaie de façon intégrale, et puis bon, on dit bon voilà, ces cas sont avérés. Donc je pense qu'il faut être assez prudent. Et c'est pour cela que bon, moi j'appelle la presse à plus de responsabilité. Est-ce que la presse n'est pas en train de payer le prix du défaut de l'information officielle? Dans les pays occidentaux, on le sait, dans le cas par exemple de la SONEB, le gouvernement va sortir par son porte-parole, dire exactement ce qu'il en est. Et c'est ce que la presse prend et maintenant va creuser, va rechercher les éléments. Mais ici, ça n'existe pas. Un kidam découvre l'information, la met à la une de son journal, d'autres s'en saisissent et puis paf, ça va dans tous les sens. Non, je pense c'est pas le défaut de l'information officielle. Oui, je pense même qu'au-delà de ça, c'est que c'est le principe même de la séparation des pouvoirs qui a violé. Il ne revient pas au gouvernement de se prononcer de façon tous azimuts sur les affaires. Je pense que parfois le gouvernement doit se retenir. Ce sont seuls les acteurs de la justice qui doivent nous situer. Si une enquête est ouverte, elle est à quel niveau? Si telle personne est mise en examen. Justement, donc je pense que quand on voit les pays de grande culture démocratique, souvent c'est quoi? Vous avez les acteurs, le procureur, c'est lui qui donne l'information qu'une enquête a été ouverte et puis il y a un certain nombre de mises en cause. Alors, les avocats, donc de ceux-là vous allez chercher l'information au niveau de ces avocats-là et vous recoupez pour savoir si les faits sont avérés ou pas. Donc, je pense que c'est comme ça doit marcher. Donc, il ne revient pas au gouvernement d'accabler. Donc, ces gens-là, bon, à travers on sent visiblement que le gouvernement veut déjà faire leur procès avant même que le tribunal ne statue sur la question. Donc, c'est pour ça que moi je dis il faut laisser la justice. La justice est un pilier de la démocratie. C'est pour cela que l'indépendance de la justice doit se manifester dans le traitement même des informations. Et la presse, vous savez, dans d'autres pays, c'est la presse qui révèle même des grosses affaires. Et lorsque la presse, je pense que le procureur l'a même dit, je crois quand il a rencontré, je crois, l'UPMB et après le CNPA. Mais c'est la presse qui révèle et la justice se saisit des questions. Maintenant, lorsqu'on va vers les gouvernants parfois se disent, bon, nous, l'affaire entre les mains de la justice, nous, on s'abstient de faire des commentaires. Parce que lorsque vous faites des commentaires, les commentaires sont toujours tendancieux. Vous savez, on nous enseigne en journalisme que tout informateur est un manipulateur. Donc, lorsque le gouvernement aussi donne des informations, fait des conférences de presse, tout ça, c'est à croire que le gouvernement tout de suite prend position. Donc, c'est pour cela qu'il faut laisser la justice traiter ces questions en toute indépendance. Parce que, bon, nous savons très bien que nous sommes en apprentissage par rapport
au principe de la démocratie. Sinon, il ne revient qu'à la justice de donner les informations sur les affaires afin que la presse puisse vraiment les relayer et faire le travail. Mais si la presse doit toujours relayer tout ce qui vient du gouvernement, le gouvernement est parti par rapport à ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut absolument appeler, je le dis encore, la presse à plus de responsabilité dans le traitement de ces affaires-là. Sinon, après, elle risque de se retrouver devant aussi les tribunaux. Parce que si ces personnes-là, par la suite, comme on l'a connu, je l'ai dit dans le cas de l'affaire PPA2 et tout ça, aujourd'hui, ceux-là peuvent se retourner contre la presse parce que les coupures de journaux existent toujours. Hein, vous voyez. Donc, je pense que nous devons travailler visiblement à rester, à être très prudent dans le traitement de ces efforts et à donner juste l'information sur ou à aller creuser, à investiguer, mais avec les acteurs de la justice. La responsabilité, elle est partagée. Et puisque quand vous avez les membres du gouvernement qui vous demandent de venir enregistrer des propos concernant, en tout cas, une affaire, c'est clair que la presse n'est pas la seule dans ces conditions à être responsable. Oui, mais il revient à la presse d'appeler le gouvernement à plus de responsabilité parce que quand l'affaire va s'éclater, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord les médias qu'on va indexer parce que c'est nous qui amplifions. En dehors de ces problèmes de forme, vous avez souhaité que le gouvernement revienne sur d'autres affaires parce qu'il y en a eu dès la prise de pouvoir du chef de l'État, M. Patrice Talon. Il y a eu quand même des audits qui ont quand même révélé des résultats. Il y a même des gens qui avaient défilé au niveau du tribunal de Cotonou et tout. Mais la suite, on ne la connaît pas. Justement. C'est pour ça que je dis que cette lutte contre la corruption ne doit pas être sélective. Elle ne doit pas être sélective. Et je pense qu'il faut donner les moyens et il faut donner les moyens à la justice et laisser la justice faire son travail de façon indépendante et dans la transparence. Effectivement, on se rend bien compte que sur certaines affaires, on n'a pas cette évolution-là. Par contre, sur d'autres affaires, on voit que le gouvernement peut... Quand vous prenez le cas Mentoyon, on se rend bien compte que par rapport à cette affaire-là, vous voyez, le gouvernement a été obligé de demander au ministre des Finances de se prononcer là-dessus. Ensuite, le DG actuel donc de la CNSS s'est prononcé là-dessus. Donc, les affaires ne bénéficient pas du même intérêt au niveau du gouvernement. Et c'est pour cela qu'il faut appeler le gouvernement à avoir la même position, à avoir la même posture sur toutes les affaires, si tant est qu'il est de bonne foi et qu'il veut effectivement lutter contre la corruption. Donc, sur les autres affaires, nous attendons le gouvernement et je crois que ce qu'il faut souhaiter, parce que vous vous rappelez très bien que le garde des Sceaux avait dit que même les audits, on ne va pas les publier et tout ça, mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, on commence à révéler, parce que ce qu'il fallait faire, je pense que la bonne méthode serait donc de confier les résultats des audits, s'il y a des soupçons, s'il y a des cas de malversation, de remettre tranquillement l'affaire à la justice, quitte à la justice de commencer à interpeller les gens. Je pense que c'est comme ça les choses devraient se passer. Mais on se rend visiblement compte que, bon, en Conseil des ministres, il faut s'attendre toujours à des cas de... Sinon, vous voyez, et quand les gens commencent à se prononcer, le citoyen, il est embrouillé dans tout ça. Quand on prenait le dossier de Mentoyon, bon, voilà. C'est vrai que lui-même, les médias lui ont donné la parole parce qu'il fallait quand même qu'il réagisse puisque le Conseil des ministres l'a indexé, alors qu'il n'est même pas le seul membre du conseil d'administration. Vous voyez, cette communication autour fait qu'on oublie que les autres il y a aussi d'autres mises en cause. On ne parle pas suffisamment de l'ancien DG qui est aussi interpellé et les autres membres du conseil d'administration qui ont aussi signé. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on ne politise pas trop ces affaires, parce que si on commence à politiser les affaires, ouais, on est en droit de se demander si le gouvernement est de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais c'est clair que nous devons encourager le gouvernement à lutter efficacement contre l'impunité, parce que nous savons très bien que la corruption et tout ça, ça a des incidences. Vous voyez, on parle toujours des affaires de millions, parfois même de milliards et tout. Dans le cas de PPA2, c'est 4 milliards que nous avons été obligés de payer, parce que c'était une exigence du bailleur de fonds de dire, si je dois reprendre la coopération avec votre pays, vous devez rembourser. Nous avons remboursé les 4 milliards
Et finalement... On a remboursé, finalement, ça a été un non-lieu et tout ça. Donc, je crois que c'est pour cela que le citoyen doit s'intéresser à ces affaires et demander au gouvernement de bien conduire les dossiers pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on est contre X ou contre Y, mais que le gouvernement est de bonne foi et travaille et laisse la justice. Parce que vous savez, la tutelle de l'exécutif sur le parquet aussi fait que parfois on se demande, mais est-ce que ce n'est pas parce que on peut utiliser donc cela pour pouvoir vite accélérer certains dossiers et peut-être ne pas, vous voyez, le dossier de machines agricoles. Vous rappelez, le député Yawedeou avait fait des révélations terribles et tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Des révélations qui ont été rappelées. Qui ont été rappelées à l'Assemblée nationale. On a tellement suivi de choses. Des audios et tout. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport, par exemple, à cette affaire où il y avait déjà un début, bon, enfin, nous, pour le profane que nous sommes, il y avait un début quand même de recherche d'informations sur ces affaires-là. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que, bon, ceux-là qui ont été, qui sont soupçonnés, peut-être aujourd'hui, comme ils sont proches du pouvoir, on veut peut-être les protéger. Donc, il ne faut pas que la lutte contre la corruption, la lutte soit sélective. Hein, parce que si nous devons construire notre démocratie, il faut que les règles soient... c'est-à-dire pour tout le monde. Alors, ce que je voulais dire, avant qu'on en arrive là, avant que les affaires n'éclatent, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème? Le dispositif interne de contrôle de ces DG-là, est-ce qu'il fonctionne? C'est vrai, le gouvernement nous révèle qu'un tel, au lieu d'avoir tel agissement conformément aux règles, a dû s'en écarter. Mais avant d'en arriver là, et ça fait plusieurs années que les gens sont en place, est-ce qu'un dispositif de contrôle ne devrait-il pas exister? Et ne devrait-il pas vraiment, quand même, contrôler un peu tous ces DG-là afin d'éviter ce que nous sommes en train de... Non, vous avez, je partage entièrement votre avis, parce qu'au finish, parce qu'on parfois on n'arrive pas à récupérer tout cet argent qui se volatilise alors qu'on en a besoin. Vous avez des problèmes au niveau de la santé, de l'éducation et tout ça. Je pense qu'il faut tuer le mal à la racine. Tuer le mal à la racine, ça veut dire qu'effectivement, qu'il faut aller rechercher au niveau donc, du dispositif interne de contrôle, parce qu'on se rend bien compte que c'est parce que ça ne fonctionne pas. Sinon, vous avez dans toutes les structures, vous avez d'abord un contrôleur interne ou quelqu'un qui se charge de vérifier. Mais non seulement ça, vous avez l'inspection générale des finances qui à tout moment peut être appelé à faire. Vous avez même au sein des structures d'abord des audits qui sont organisés. Vous avez des audits internes, mais en plus, vous avez les audits que l'inspection générale des finances peut diligenter à tout moment. Mais quand on a tout cet arsenal, quand on a tout ce dispositif-là, et que on se rend bien compte que c'est bien après qu'on constate le désastre, on peut bien vraiment s'inquiéter. Je crois que les premiers qu'on devrait interpeller, c'est ceux-là qui sont payés pour contrôler. À la base, mais ça veut dire qu'ils ne font pas bien leur travail. Il faut les interpeller pour qu'ils puissent nous dire à quel moment ils ont donné l'alerte. S'ils ont donné l'alerte et que ceux qui sont chargés donc de réagir ne réagissent pas, là on saura qu'effectivement ils ont fait leur travail. Mais on se rend bien compte qu'effectivement que ces dispositifs internes sont inefficaces. Il faut peut-être revoir donc notre dispositif ou peut-être on n'interpelle pas assez ceux-là. Parce que je me rends compte que finalement, ils sont payés pour ne rien faire puisque ils font un contrôle interne et à la fin, on se rend bien compte qu'il y a des problèmes. Même dans le cas vous savez, par rapport au DG Soneb et autres, il n'y a pas que ce cas-là où vous voyez la Direction Générale des Impôts ne reconnaît pas les quittances et autres. Vous savez très bien aussi qu'il y a au niveau de la Direction Générale des Impôts des chèques qui ont été encaissés et tout ça. Il y a une complicité, ça prouve que au niveau même de nos régimes... Il y a même actuellement une affaire en cours à la mairie d'Abomey-Calavi. Ah oui. Donc, des gens perçoivent, des sous déclarent vraiment divisé par 10 ou même par 100. Et donc, la commune n'arrive pas donc à avoir les ressources qu'il faut. Donc, je crois qu'il faut revoir, comme vous le dites, tout le dispositif interne et mettre à la place, donc, c'est-à-dire les acteurs qui sont chargés. D'abord, il faut qu'ils soient de très grande moralité. Donc, ça revient à dire, mais comment on fait le recrutement de ces gens-là? Parce que si vous avez des gens qui doivent manipuler donc l'argent public,
et qui n'ont pas une bonne moralité, ça cause problème. Et comment aussi on les contrôle? Ça veut dire que quelque part, on ne contrôle pas assez ceux-là qui sont chargés de faire ce contrôle interne à la base. Et donc de donner l'alerte pour qu'on puisse, qu'on n'attende pas donc de constater les dégâts et de chercher à réparer. Parce que, vous vous rappelez, il y a tellement d'affaires. 70 milliards sous Kérékou, vous vous rappelez, est-ce qu'aujourd'hui on a la suite? Sous le régime Yahi, vous avez vu toutes ces affaires et tout n'a pas été élucidé. Donc, on a encore, sous la rupture, le DG ANAC, bon, il a été nommé il est venu avec le régime de la rupture. Vous avez... Et déjà, on nous a dit qu'il y a des irrégularités par rapport à ça. Ça veut dire qu'il faut, aller rechercher plus le mal. Le mal, ça veut dire que le mal est profond. Il ne s'agit pas de changer donc les acteurs qui travaillent. Ça veut dire que c'est au niveau du dispositif qu'il faut agir pour qu'efficacement on ait les solutions. Sinon, on va jeter les gens en prison et tout ça, mais ça ne va pas régler les affaires. Parce que ceux qu'on jette en prison, ils ne sont pas appelés à rester là longtemps et tout. Donc, maintenant aussi, moi je pense qu'il faut faire en sorte, s'il est avéré qu'à la fin des affaires, que les gens soient vraiment coupables et autres, il faut engager, il faut trouver un dispositif pour, c'est-à-dire pouvoir donc récupérer ces ressources-là. Je pense que dans d'autres pays, il y a des dispositifs pour que les gens remboursent. S'il faut saisir les biens et autres, il faut qu'ils remboursent parce que notre pays a besoin des ressources. Il faut absolument trouver un dispositif pour que les gens puissent rembourser. Parce que ça ne sert à rien de mettre les gens en prison éternellement et tout ça. Donc, il faut absolument aussi récupérer les ressources pour que, bon, ces ressources-là puissent permettre de construire le pays. Il est important aussi de donner le bon exemple. Il faut commencer par donner le bon exemple parce qu'on constate que sous d'autres cieux, la voiture qu'un ministre de la République ne peut pas s'acheter. Chez nous, au Bénin, un directeur de société se l'achète tranquillement et aussi au vu de tout le monde et tout ça. Donc, c'est quand même important. Mais ça pose globalement le problème de moralité. Comment quand je vois avec Emmanuel Macron qui tout de suite a fait voter une lutte pour la moralisation de la vie publique, ou même les indemnités des députés et tout ça là ont été revues et tout. Donc ça veut dire que quelque part nous-mêmes on doit en arriver là, parce qu'on se rend bien compte que ces directeurs de société bénéficient on les met parfois même, je pense que il est arrivé des moments où ils gagnaient plus que les ministres dans notre pays parce qu'ils ont tellement d'indemnités et autres. Malgré tout ça, on se rend bien compte qu'on n'est pas à l'abri de ces... Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que les différentes irrégularités, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau ça se situe? Donc, c'est ça aussi le danger. Parce que tout de suite, c'est vrai que lorsque dans une structure, il apparaît un problème, c'est que tout de suite, c'est le directeur qui est interpellé. Maintenant, tous les acteurs de la chaîne qui interviennent, il faut pouvoir bien situer les responsabilités pour que, bon, sinon un jour, on va demander à Peggy d'être directeur général quelque part, il va refuser. Parce que aussi, il se trouve que parfois, autour de vous, il y a un certain nombre de... on vous tend des pièges et tout ça. Et vous tombez. Vous n'êtes pas sans savoir. Parce que dans le cas de la mairie d'Abomey-Calavi, il a fallu que le maire donc, dépose plainte contre Inks pour qu'on commence par interpeller un certain nombre de personnes. On a interpellé 5. Après, bon, on se rend compte que c'est plus vaste que ça. C'est plus vaste que ça. C'est tout un réseau qui est là. Ouais. Et donc, mais s'il n'avait pas eu cette diligence-là de vraiment, donc, mais on aurait dit que c'est lui-même qui protège tout ce réseau-là. Donc, ça veut dire que quelque part, nous devons travailler à revoir donc les dispositifs qui sont mis en place pour le contrôle et surtout éduquer. Et je crois que nos ministères, on n'a plus un ministère de l'éducation malheureusement, et ça parce que ça pose le problème même de la morale. Parce que on va continuer à poursuivre les gens et tout ça, ben, on se rend bien compte que le mal perdure. Il faut absolument qu'au niveau de la couche juvénile, qu'on puisse travailler à faire en sorte que l'enfant sache que le bien public et que l'argent public, il ne doit pas... Le mal est profond. Vous posez un problème très sérieux. Ouais. Moi, vous allez au niveau des institutions bancaires, vous voyez le monsieur, il arrive, il a à peine 18 ans.
Et dans son compte, vous, en tant que gestionnaire de son compte, vous voyez que le petit, il a 50 millions dans son compte. Il a 20 millions dans son compte. Il a 100 millions dans son compte. Et personne ne dit rien. Il vient à peine de commencer à travailler. Il est encore au collège. Oui. Parfois, il est encore au collège. Ça cause un problème. Et ça ne dérange personne. Et c'est comme ça que ça évolue. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense même qu'on a abandonné une initiative de loi contre l'enrichissement illicite. Je pense qu'on doit en arriver là. On l'a réintroduit maintenant, je crois. Oui, mais j'espère qu'on va en arriver là. Parce que dans des pays sérieux, mais vous devez justifier comment vous avez l'argent. On connaît votre salaire. On connaît votre salaire, on sait. On connaît vos revenus. Si vous avez une entreprise, on sait comment ça fonctionne. Si on constate au niveau de votre compte, mais qui a un virement et autres, mais on vous interpelle comment vous avez, et vous devez justifier. Tant qu'on n'en arrive pas à là, c'est que, mais la lutte qu'on va faire, elle ne va pas prospérer, elle ne sera pas efficace. Parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des gens, quand ils détournent l'argent, bon, on met les immeubles, on achète des immeubles, on met les noms des cousins, on met les noms des maîtresses et tout ça. On ne peut pas construire notre pays si on continue de fonctionner comme ça. Il faut éduquer à la base les enfants. Aujourd'hui, quand vous demandez à un enfant, ben, il veut devenir douanier, il veut aller aux impôts, il veut aller au trésor, parce qu'il sait que tout de suite là, il va se faire beaucoup d'argent. Or, tout le monde n'est pas porté à aller gérer, manipuler l'argent public. Donc, parce que si vous n'avez pas une grande moralité, vous ne pouvez pas servir dans ces cas-là. Et là, malheureusement, on se rend bien compte qu'effectivement, qu'est-ce que les enfants constatent lorsque dans la famille, il y a quelqu'un qui travaille aux impôts, au trésor, ou chose là, tout de suite, il a de l'argent. Donc, l'enfant, il veut aussi avoir de l'argent, il veut avoir des belles caisses et tout ça. Mais c'est pour ça que je dis, il faut agir sur les enfants pour qu'ils comprennent que autant tu travailles, tu es un enseignant, autant tu es un infirmier ou une chose là, tu travailles pour le pays et l'argent public, ce n'est pas ton argent. Il faut faire en sorte que, effectivement, que la morale, il faut que les enfants s'approprient la morale et que, effectivement, les bonnes mœurs et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'éduque plus les enfants. Merci à vous, Alain Tossono. On va conclure. Pikil Ludovic Dagba. Tout à fait. On est arrivé au thème de cette émission. Et là, selon l'invité et selon les analyses sur ce plateau, il faut quand même laisser la justice faire son travail. Et la justice doit être la porte par laquelle l'information doit être officielle. C'est le procureur de la République qui doit quand même pouvoir révéler si une affaire, et bien sûr, est en cours, si une enquête est en cours, et le gouvernement peut-être pourrait intervenir pour apporter quelques précisions. En tout cas, dans tous les cas, nous souhaiterions quand même que cette affaire ou ces affaires puissent aboutir afin que la justice puisse éclairer les uns et les autres.